Et mon invité sur CNews, c'est Alexis Corbière. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de la France Insoumise. Nouveau gouvernement, premier conseil des ministres aujourd'hui, avec un gouvernement au travail. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séquence du jour ? Bon, elle est dans la continuité de ce qui a eu lieu ces derniers jours. Mais il va de soi, je ne veux pas apparaître comme quelqu'un qui immédiatement est un grincheux. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. On a un gouvernement, tout de même, regardons-le politiquement, au-delà de tous les effets de communication, d'image. On a un jeune président, tout le monde s'émerveille. Mais enfin, revenons aux choses sérieuses. Il a nommé un Premier ministre, qui est un homme conséquent, sérieux, mais enfin qui est un homme de droite, ancien porte-parole d'Alain Juppé, qui avait un programme quand même assez corsé quand M. Juppé était candidat à la primaire, qui voulait revenir sur les 35 heures, supprimer l'ISF, supprimer 300 000 postes de fonctionnaires. Donc un homme assez madré pour ce qui est de la pensée de droite. Et puis il a mis, là je parle de ce nouveau gouvernement, Monsieur Le Maire, qui est aussi un homme tout à fait conséquent, sérieux, mais un homme de droite libéral, à Bercy. Monsieur Darmanin, qui est un ancien sarkozyste de choc. Si tout ça est assumé, hein. Non mais c'est clair, très ce que je veux librement. dire c'est que l'écriture politique de tout ça, c'est que dans les fondamentaux sur les choix économiques qui sont ceux qui tranchent, sont des choix économiques assez clairs, dans la continuité notamment des politiques de droite qui ont été menées. Et sans être trop taquin, dans la continuité même de ce qui a été fait précédemment. On voit sur les questions européennes, qui sont des questions importantes, Madame de Sarnez, qui est une européenne très très convaincue et qui veut la continuité des politiques actuellement menées. Bref, c'est un gouvernement finalement qui est en marche dans la continuité totale de ce qui a été fait précédemment. Alors que moi, ce que j'ai vu dans cette présidentielle et dans les résultats... Avec une impulsion populaire plus forte ? Non, justement. 66% au second tour, c'est pas plus fort ? Mais c'est un rejet de Madame Le Pen. Je crois quand même, il ne faut pas oublier que face à lui, il avait Madame Le Pen et 60% qui ont voté pour M. Macron. Et c'est heureux qu'ils aient fait le choix de M. Macron. Bien sûr, je me félicite de la défaite de Mme Le Pen, mais ils ont voté en rejet de Mme Le Pen. On l'a vu. Donc il n'y a pas d'adhésion. C'est ça. On verra ça aux législatives en même temps. J'entends bien. Mais l'homme que je suis, précisément, pose un diagnostic politique. Je me trompe peut-être. Et j'invite le peuple français à confirmer ou infirmer ce que je dis. Je dis ici que c'est un président faible, contrairement aux apparences. C'est-à-dire qu'il n'a pas une base sociale, une base politique réelle. 18% des électeurs inscrits ont voté pour lui au premier tour. Et déjà, des études montraient que 40% sur ces 18% d'inscrits l'ont fait parce qu'on disait que le vote Macron était le plus efficace face au Front National. Au second tour, 60% des gens qui ont voté pour M. Macron, qui n'obtient pas d'ailleurs la majorité des voix, l'ont fait par rejet très net de Mme Le Pen et sans aucune adhésion à son programme. Bref, c'est un homme qui a peu de base sociale et politique et qui se prévoit pourtant de faire des choses qui sont quand même assez dures, remettre en cause le code du travail, supprimer des postes de fonctionnaires. Donc moi, je pense que tout ça va dans le mur, mais je propose une solution démocratique, tranquille, apaisée pour régler tout ça, qui est par notre bulletin de vote au mois de juin, de l'exprimer. On peut avoir une majorité sur les bases de ce que nous avons proposé avec Jean-Luc Mélenchon, le partage des richesses, le social, l'écologie, une refondation démocratique de notre pays par la 6e justement, République. Vous en parlez, vous avez fait la punchline de la semaine, Ça vous a Nicolas plu, hein. Hulot est comme un ours polaire au Sahara dans ce gouvernement. On va reprendre ça pour dimanche, évidemment. Pourquoi ? Parce que de toute façon, sur les gros dossiers importants, Notre-Dame-des-Landes, le nucléaire, vous pensez qu'il va devoir plier devant le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il va pouvoir impulser sa vision, son autorité Alors, moi, je vais vous dire, je suis un peu un affectif. Moi, j'aime bien Nicolas Hulot. J'aime bien le bonhomme. Je trouve que vraiment, il avait apporté beaucoup dans ce pays par ses films, ses prises de position. Bon, donc ça m'a un peu... C'est une belle prise, hein, indiscutablement, en termes de communication. Mais que vient-il faire là-dedans, franchement ? On a un Premier ministre extrêmement axé sur le nucléaire. On a même un président de la République qui n'a pas parlé d'écologie et lui est là-dedans. Donc tout ça va se dénouer. On en a parlé un peu, mais beaucoup moins que Jean-Luc Mélenchon ou d'autres candidats. Oui, et comment tout ça va se dénouer ? J'écoutais ce que disait tout à l'heure avec vous, Madame de Gois, le traité CETA, par exemple, ce traité de libre-échange avec le Canada, qui vraiment, contre lequel s'est élevé Monsieur Hulot. Bon, il va s'appliquer ou pas s'appliquer ? On va toucher du doigt maintenant une réalité. En même temps, c'est heureux. Le « et en même temps » de Monsieur Macron, bon, on va voir maintenant. On ne peut pas être favorable au traité CETA et en même temps opposé au traité CETA. Il y aura un des deux, que ce soit M. Hulot ou monsieur et l'ensemble du gouvernement, qui à un moment donné va se voir déjugé. J'ai la faiblesse de penser que ce sera M. Hulot qui sera finalement un peu gadgetisé à l'occasion dans cette période, à la veille des élections législatives. Et puis une fois que l'éponge aura été totalement pressée, j'ai peur qu'il soit assez mal à l'aise. Ce serait dommage parce que l'homme, honnêtement, jusque-là, a un parcours tout à fait respectable. Et ce serait dommage qu'il ait accumulé tout ça pour peut-être se tromper. Alors lui, vous savez, c'est pas un politique en même temps. Peut-être qu'il est sensible à cette idée qu'il y a de la nouveauté. Il est depuis un certain temps dans les sphères politiques. Oui, mais je veux dire, il fait de la politique. Il fait de la politique. Mais il a jamais... Être ministre, c'est dur. Hein. Bon, et je suis pas sûr qu'au bout d'un moment, il soit totalement à l'aise. Mais tout ça, on verra. Mais ça change pas que honnêtement, les grandes orientations de ce gouvernement, c'est pas Hulot qui va les fixer. Hein. Quand vous dites, et quand Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un crève-cœur que Nicolas Hulot soit dans ce gouvernement, ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, Nicolas
Nicolas Hulot serait rentré dans son gouvernement? Moi- Il y avait eu des discussions Oui, à ce sens-là? déjà, bon, moi je ne veux pas parler au nom de Nicolas Hulot, mais lui-même avait dit dans la presse qu'il avait voté Jean-Luc Mélenchon en 2012. Il a souvent eu des déclarations assez positives vis-à-vis de ce que nous faisions, que Jean-Luc Mélenchon était un vrai écologiste, etc. Je sais que Jean-Luc et lui se sont vus quelquefois, ils se respectent. Hulot est un homme qui a plein d'idées intéressantes et je crois que ça s'était bien passé entre eux, intellectuellement. Bon, après, Nicolas Hulot avait toujours considéré qu'il voulait préserver une forme d'indépendance, il voulait parler à tout le monde, c'était très bien. Voilà, c'est pour ça que Jean-Luc a raison de dire que c'est une forme de crève-cœur, c'est-à-dire finalement toute cette indépendance, cette hauteur de vue, là maintenant il rentre au gouvernement et dans un gouvernement quand même qui est très marqué une fois de plus par des choix qui sont pas écologiques, qui sont favorables au libre-échange, à la mondialisation libérale, toute une série de choses que M. Hulot lui-même analysait comme étant anti-écologiques. Il va pouvoir les combattre de l'intérieur. Oui, alors voilà, non mais bon, voilà. Voilà, j'arrête d'en parler parce qu'on verra. Peut-être que je me trompe totalement et qu'on va découvrir tous les deux que M. Hulot, à lui tout seul, retourne tout ce gouvernement, etc. Enfin bon, l'expérience nous montre qu'en général, c'est pas tellement ça qui se produit. Bruno Le Maire à Bercy, va devoir, Merci. voilà, va devoir augmenter la CSG, évidemment, alors que lui, il voulait faire exactement l'inverse à la primaire. Il n'y a pas que Nicolas Hulot qui va devoir composer. Hein. Ils sont un certain nombre dans ce gouvernement à se mettre dans le même ordre de marche, sans jeu de mots, que le président. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, la CSG, c'est une chose qui, pour les milieux populaires, qui est pas très bonne. Hein. Là, ils vont sans doute se retrouver. Mais les désaccords, franchement, ils étaient... Monsieur Macron souhaite supprimer 125 000 postes de fonctionnaires. Monsieur Philippe en voulait supprimer 300 000, etc. Donc il y aura peut-être des nuances, mais ça reste quand même dans le même axe. Mais en vérité, moi, je veux dire, il y a une vertu à tout ça, c'est que c'est une forme de clarification en même temps. Toute une série de gens qui étaient dans des postures d'opposition et qui étaient dans différents partis, en vérité, pensaient tous grosso modo la même chose, se retrouvent. Il y a un vieux monde politique qui est en train de mourir, c'est tant mieux. Un nouveau monde qui est en train d'apparaître, je me range là-dedans, enfin avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Tant mieux que la lessiveuse tourne en quelque sorte et que le vieux monde s'effondre et avec lui toutes ces pratiques et que tous ceux qui pensaient la même chose gouvernent ensemble. Et en gros, il y a plusieurs nuances. Il y a un ouvrage qui est 50 nuances degrés. Là, il y a au moins trois nuances de Macron, pardon. Non, mais... Des références littéraires que je vous laisse. Oui, mais c'était un livre à succès. Il y aura 3 nuances de Macron possibles dans cette élection. Soit on vote les Républicains et quand même en gros, on retrouvera un peu une forme de soutien à M. Macron. Soit on vote En Marche, soit on vote même le PS. Quand j'écoute le PS, qu'on a l'oreille un peu fine, ils sont pas contre, ils veulent un peu... Bon, il y a ça, et puis il y aura un vote clair. La France Insoumise, on peut inscrire une nouvelle majorité à l'Assemblée. Ce gouvernement peut d'ores et déjà lui dire bye-bye le 18 juin s'il y a une majorité de députés insoumis à l'Assemblée. Et pourquoi pas le premier d'entre nous qui dirigerait... Florian Philippot, qui était à votre place, qui me disait la même chose. La seule force d'opposition aujourd'hui, c'est le Front National. Donc, entre la France Insoumise et le Front National, ce sont les deux pôles d'opposition, selon vous? Ben on verra. Il y a une course de vitesse. Qu'est-ce que vous voulez comme opposition, les gens? Vous voulez que ce soit des xénophobes et des nationalistes? Alors, je ne mets pas le mot patriote sur le même mot, mais des nationalistes qui soient à l'opposition à M. Macron. C'est-à-dire qu'en gros, on soit dans ce deuxième tour morbide. Choisis ton camp. Tu veux casser le code du travail ou tu veux la xénophobie, qui est un choix dans lequel beaucoup de Français n'ont pas tellement envie de s'arranger? Ou est-ce que tu as aussi le vote humaniste, écologique, généreux, partageur des richesses dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, avec la France Insoumise? Finalement, opérons ces clarifications. Le Front National est là, je ne le conteste pas. J'observe qu'à 600 000 voix près, peu de choses, mais 600 000 voix tout de même, c'est Mme Le Pen qui a été au second tour. Mais cette vague montante qu'on a, en quelque sorte, permis de démontrer, de rassembler à l'occasion de l'élection présidentielle, je dis à tous, continuons à la faire avancer. Surtout, ne nous dispersons pas, ne croyons pas que cette élection législative a peu d'intérêt. C'est tout l'inverse. C'est presque la première fois depuis qu'on est en quinquennat qu'on a une vraie élection législative qui a un enjeu. Il n'y aura pas, je ne le crois pas, une vague, comme on dit parfois, en faveur du président de la République. D'ores et déjà des études, je l'ai vu ce soir, popularité en berne, ou du moins flottante, peu du moins... Il est à 45% pour un président de confiance, alors qu'effectivement François Hollande était à 58 et Nicolas Sarkozy en 59 en début de mandat. Alors que, vous l'avez vu, il est paré de toutes les vertus à l'entendre. En termes de communication, c'est parfois un peu lassant. Alors, communication, justement, les journalistes s'émeuvent aujourd'hui du traitement qui leur est réservé par l'Élysée. Monsieur le Président, il n'appartient pas à l'Élysée de choisir les journalistes. Plusieurs sociétés des journalistes se sont prononcées aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Vous savez, je vais pas, même si un homme comme Jean-Luc Mélenchon, même moi, ça nous arrivait parfois de critiquer la presse, mais il n'y a pas de démocratie sans une presse indépendante. C'est clair. Et quand parfois nous tempêtons avec certains journalistes, c'est que nous considérons qu'il y a une trop forte, comment dirais-je, proximité entre certains directeurs de presse, voire même certains journalistes et les pouvoirs politiques. Mais il faut une presse indépendante. C'est pas au pouvoir politique de dicter qui c'est qui interroge. Ça, c'est pas possible. Et là, on observe, vous voyez, souvent on nous a titillé, oui, Mélenchon la presse, mais on voit que tout derrière les sourires de l'équipe de Macron, il verrouille à mort.
Donc attention, parce qu'évidemment, il y a une opération de communication, en vérité, derrière tout ce qui se fait, soi-disant ces gens qui se rassemblent, etc. Bon, il y a en vérité une bonne vieille politique que les Français ne veulent pas. Donc il faut tenir la communication et d'une main de fer, particulièrement à l'occasion des élections législatives. Je vous annonce ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre en avant leur loi sur la moralité politique. On va la voir, ça va suinter de tous les côtés. Ils vont quasiment pas bouger, essayer de berner tout le monde avant les élections législatives et après frapper sur le code du travail ou d'autres sujets. C'est que de la com. Ils ont besoin de gagner les élections législatives et la com va être un enjeu majeur. Voilà, aux Français, restez lucides. Et il faut que la presse un peu pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui est prévu sur le Code du travail? C'est quoi cette histoire d'ordonnance? Moi, je trouve ça dangereux que des députés votent une loi qui, en quelque sorte, les dépossède de leurs responsabilités pour examiner une chose aussi importante que le Code du travail. Non, ça n'est pas une perte de temps que 577 députés examinent le Code du travail. Sinon, je dis aux députés qui voteraient cette possibilité comme ça par ordonnance de rendre leur indemnité de député. On ne se fait pas élire député, 6 500 € par mois, pour dire du jour au lendemain, j'arrête de faire mon boulot. Il faut de la morale et de la vertu. Donc, en même temps, si la France Insoumise a un groupe important à l'Assemblée, elle pourra peser dans ces discussions. Non, mais voilà, vous me tendez la perche. Tout est possible. Moi, je ne me vis pas en disant je vais être une minorité agissante et une opposition à Macron. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a des lois que vous pourriez voter si vous êtes élu? Ne l'interprétez pas comme ça. Je leur dis dans ce vote, on peut être majoritaire. N'intériorisons pas que Monsieur Macron, a déjà gagné. Et après, par ailleurs, moi je serais favorable à ce que nous fassions avancer. Nous sommes là pour faire avancer des idées et pas pour être une espèce de député inutile. Moi, je suis pour pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise. Je suis pour augmenter les salaires. On le proposera, on mènera cette bagarre. Égalité homme-femme portée par Marlène Schiappa aujourd'hui? Par ailleurs que je connais, ça m'a amusé de la voir là. Je me souviens de ses combats qui étaient Maman Travail. Elle avait fait un blog, un travail formidable. C'était une vraie féministe, mais je trouve que moi qui connais... Pourquoi vous dites c'était? Elle l'est toujours? Bien sûr, elle l'est toujours. Mais Maman Travail, qui était un blog intéressant, qui montrait les conditions de travail difficiles des femmes, je trouve que c'est peu compatible avec quelqu'un qui veut la loi El Khomri plus, qui va précariser encore plus les conditions de travail des femmes. Le féminisme, c'est très concret. C'est une question sociale. C'est une question sociale. La première difficulté aujourd'hui que rencontrent les femmes, souvent, c'est qu'elles sont les plus à subir le temps partiel subi, l'inégalité entre les salaires. Bon, donc, et j'ai pas l'impression que c'est avec Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin et Monsieur Édouard Philippe qu'on va faire avancer ça. On verra. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'être venu ce soir sur CNews dans un instant. C'est le grand débat.